C'est une mesure qui a créé un séisme dans l'enseignement secondaire. La fin des 7e techniques et professionnelles dans le secondaire pour être renvoyée vers l'enseignement pour adultes. Si vous voulez comprendre ses impacts, ses conséquences et connaître la position du CEGEC et ce que le CEGEC met en place pour accompagner les écoles dans cette réforme, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure de fourche. Aujourd'hui, on va aborder une problématique qui a fait couler beaucoup d'encre en fin d'année dernière et qui continue à susciter incompréhension, crainte et parfois même colère. En effet, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ministre de l'Enseignement Valérie Glatini ont fait voter un décret-programme contenant une mesure sur laquelle nous allons nous pencher. C'est la fin des 7e TQ dans l'enseignement secondaire. Une filière qui serait reprise dans le giron de l'enseignement pour adultes. Alors, pour en discuter, j'accueille Jenny Clavaro, directrice pour l'enseignement pour adultes au CEGEC, et Patrick Lénart, qui est le directeur pour le secondaire. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Voilà, donc je vous propose, pour débuter, de recontextualiser. En plus, on est le mardi 28 janvier, donc c'est le deuxième jour de grève. Et donc, c'est une des raisons qui ont poussé à ces mouvements. Donc, on va un peu recontextualiser et que prévoient exactement ces mesures et quelles filières sont concernées. Je pense qu'il faut retourner en fait en 2017. En 2017, avec l'avis numéro 3 du pacte, qui a été utilisé comme justificatif par le pouvoir politique, que disait l'avis numéro 3 sur cette question. Il disait ceci très précisément. Le groupe central rappelle que la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement qualifiant suppose que les gouvernements concernés tranchent clairement la question des périmètres respectifs des secteurs de l'enseignement et de la formation. Cette réflexion devra, c'est un futur, être approfondie sur base des décisions des gouvernements sur l'articulation des périmètres de la formation et de l'enseignement qualifiant. Et cette discussion n'a jamais eu lieu dans le cadre du pacte. Jamais. Deuxième élément, c'est la DPC. Je vous invite à relire la DPC. Elle n'évoque aucunement la question des 7e. Elle évoque une réforme systémique de la formation et de l'enseignement qualifiant qui devrait être réalisée en partie au cours de cette législature. Et puis, à peu près à la mi-octobre, on reçoit un décret-programme. Un décret-programme, je le rappelle, c'est un décret sur le budget. C'est donc l'équilibre des comptes. Et on voit apparaître une mesure qui est loin d'être une simple mesure économique, qui est, d'une part, la suppression de toute une série de 7e TQ dans l'enseignement ordinaire, secondaire plus précisément, mais aussi, Arnaud, la modification de conditions d'accès à toute une série de 7e professionnels. Voilà où on en est aujourd'hui. Et donc, ces mesures n'ont pas été concertées et elles ont provoqué un énorme choc qui, à mon avis, trouve leur cristallisation aujourd'hui dans les mouvements de grève. Oui, c'est ça. Et donc au-delà même de la mesure, il y a aussi la méthode par laquelle ça s'est fait, c'est-à-dire sans concertation. Et d'ailleurs, ça a poussé même, si je ne me trompe pas, les directions secondaires de notre réseau via leur fédération à se mobiliser et à vouloir rencontrer Valérie Glatini et d'avoir 300 directeurs comme ça ou directeurs adjoints qui se mobilisent, qui vont au cabinet, c'est quand même presque inédit. De mémoire, je n'ai jamais connu ça. Des directeurs qui allaient au cabinet manifester leur incompréhension d'une mesure qui, n'oublions pas, touche d'abord des élèves. Il y a aussi une vraie rupture de contrat moral. Des élèves sont aujourd'hui engagés dans un parcours. Et ce parcours, la consécration pour certains, c'était des 7e TQ. Et ces élèves ne pourront pas le faire dans l'école dans laquelle ils ont envisagé ce parcours. Alors, sur les suites possibles pour ces élèves, je pense qu'on en parlera à un moment donné dans notre échange. Oui, tout à fait. Et donc, quel est l'impact finalement sur les écoles secondaires ?
Il va être assez variable, je suppose. D'abord, je reviens sur cette rupture de contrat moral. D'abord, il y a vraiment un choc en termes d'estime de soi. Comment est-ce qu'on revalorise l'enseignement qualifiant quand, en fait, on supprime les filières, les options fêtières de parcours, on supprime les certificats de qualification parfois qui sont placés sur le plus haut niveau du cadre francophone. On supprime aussi des septièmes qui sont des septièmes, ce que j'appelle fleurons dans certains établissements. On supprime des septièmes qui sont aussi je dirais le phare du projet pédagogique de l'identité des écoles. Donc il y a ce premier impact. Le deuxième impact, il est très difficile à chiffrer de manière globale. Il y a un impact école par école. D'abord, je rappelle qu'il y a une mesure qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la perte de 3% du NTPP. Oui. Donc, si vous avez 100 heures pour organiser le deuxième et troisième degré qualifiant, vous en perdez 97. Voilà, ouais, vous en perdez 3. Multipliez ça par le nombre d'heures dans les écoles. Donc ça, c'est un élément. Puis tous ces élèves qui ne vont pas poursuivre leur parcours, ne promériteront plus pour l'école des moyens d'encadrement en heures prof, ce qu'on appelle un NTPP, mais aussi en subvention. Et je me permettrai de dire, le texte est même un peu retors, puisque des élèves qui sont aujourd'hui dans les classes, qui sont accompagnés, ne compteront pas, ou n'ont pas compté plutôt au comptage du 15 janvier. Donc les écoles ont des élèves... Ceux qui sont, pour qu'on comprenne bien, c'est ceux qui sont actuellement éventuellement en 6e et qui se préparent à faire une 7e, ils ne sont pas comptés ou c'est... Non, c'est vraiment, excusez-moi, mais retors, c'est les élèves qui aujourd'hui seraient dans les conditions qui ne leur permettront plus d'accéder au 7e professionnel ou au 7e qualifiant, ne comptent pas pour les subventions du 15 janvier. Donc, il faut quand même y aller. Donc, vous imaginez certaines écoles, on a un peu chiffré l'impact, certaines écoles pourraient perdre près de 10% de leurs moyens d'encadrement. Et je ne parle pas des subventions. Mais c'est très difficile à chiffrer. Les calculs se font par école par école. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc c'est un peu... D'accord. Et si on passe maintenant du côté enseignement pour adultes, parce que la mesure, en fait, derrière ça, il y a ces 7e TQ, on va quelque part demander à l'enseignement pour adultes de les organiser. Et donc, exactement, qu'est-ce qui est demandé, Jenny, à l'enseignement pour adultes ? On a entendu beaucoup la ministre dans la presse à ce sujet-là. L'enseignement pour adultes n'était pas demandeur, absolument pas. On a d'ailleurs actuellement énormément de PO communs avec de l'enseignement justement secondaire qualifiant, ça fonctionne bien et on a déjà sur le terrain toute une série de synergies qui sont faites sur les périmètres de chacun, sachant que là où mes collègues du secondaire ont ouvert des 7e, en fait, dans la très grande majorité des cas, ce sont des 7e qui permettent d'offrir aux élèves un continuum pédagogique suffisant pour que lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils soient suffisamment préparés. Et c'était surtout développé au regard de la montée en compétences qui est demandée dans ces métiers. Donc les secteurs étaient autour de la table, c'est pas l'enseignement qui a décidé que on allait retenir les élèves comme on a pu l'entendre. Ça n'a rien à voir, il y avait à chaque fois un projet. Et donc effectivement, systématiquement, si c'est des 7TQ, ce sont effectivement des jeunes majeurs, mais pas des adultes où nous, on l'entend en enseignement pour adultes, qui sont plutôt des adultes en reconversion. En reconversion, c'est ça, oui. Et donc, il n'y avait pas de difficulté par rapport à ça. Donc nous, on est aussi tombé un peu de notre chaise quand on a vu ce texte qui, effectivement, propose à nos établissements de jouer un rôle qu'ils n'ont pas vraiment joué sur ce public-là, puisque l'option qui avait été prise était de permettre un continuum pédagogique là où il était
pour permettre à ces élèves d'avoir une spécialisation et donc risquer de leur proposer cette spécialisation en dehors de l'école dans laquelle ils sont actuellement, c'était risquer aussi qu'ils n'aillent pas à cette spécialisation. Quand on est dans ces écoles, on est en confiance, on connaît ce prof, on connaît le matériel, on a déjà des entreprises. Ici, il y a une rupture comme ça. En tout cas, le texte crée une rupture de par son impréparation. Moi, je l'appelle, ce texte, c'est agir et réfléchir peut-être après. Et donc là, on est dans le réfléchir parce qu'effectivement, on nous demande de trouver des solutions. Pour demain, en plus. Pour hier. Oui, c'est ça, pour hier, parce que là, c'est pour la rentrée 25. C'est pour la rentrée 25, et ce genre d'opération, ça se travaille sur au moins une année complète pour que ça soit jouable au niveau technique. On a aussi des réglementations qui sont très contraignantes en enseignement pour adultes. C'est vrai qu'il faut, à mon avis, aussi préciser à ceux qui nous écoutent que le slogan de la ministre qui est « Rien ne change pour les élèves, rien ne change pour les profs », n'est pas vrai. C'est ce que Jenny est en train d'expliquer. Si rien ne changeait, il n'aurait pas fallu supprimer l'accès au CTQ dans l'enseignement obligatoire. Et donc, il y a toute une série de conditions très techniques, et on ne va pas rentrer dedans, qui font qu'il y aura une rupture. Et je pense, Jenny, qu'on peut dire que nous pensons que quand on regardera les chiffres des élèves qui seront dans les CTQ organisés par l'enseignement pour adultes, vers octobre, eh bien, on verra qu'il y aura une perte. En tout cas, on se donne rendez-vous, il y aura une perte de public. Et donc, il y aura la rupture et l'impréparation du gouvernement sur ce point-là fera que des jeunes arrêteront leur parcours. Et donc, ça va faire quoi ? Ça va nourrir un peu la cohorte des NEET, donc les personnes qui sont adultes, mais ni à l'emploi, ni en formation. Ça, c'est une chose. Ça va aussi nourrir les cohortes de personnes qui, en réalité, ont été chercher un CQ6, qui est déjà une bonne formation, mais dans une filière pour laquelle les entreprises attendaient un CQ7. Et donc, effectivement, Patrick et moi, on pense qu'il y a un gros risque de perte pour les élèves et de risque de réorientation difficile. Et c'est la raison pour laquelle, malgré la situation vraiment compliquée, et je tiens ici à rappeler la solidarité des PO de l'enseignement pour adultes et de leur direction pour les PO et les directions et les personnels de l'enseignement qualifiant avec lesquels ils ont vraiment l'habitude de travailler. Donc il y a des choses qui fonctionnent bien, ils ont l'habitude, ils se connaissent. Malgré tout, on nous fait jouer un rôle ici qui n'était pas un rôle qu'on a demandé. Mais aujourd'hui, on essaye de trouver, on travaille très vite à dégager une série de solutions sous forme de partenariat. Oui, c'est ça, parce que finalement, la position du CEGEC, on l'entend par vos voix, mais une de nos missions, maintenant que c'est voté, c'est fait, il faut réagir. Une de nos missions, c'est d'aider les PO et les écoles et les accompagner dans ce type de réforme. Donc, qu'est-ce qui est mis en place au niveau du CEGEC et principalement, spécifiquement, par vos deux directions secondaires et enseignement pour adultes pour accompagner nos écoles ? Moi, je crois qu'on a une ligne. Et la ligne, c'est réellement le moins de rupture possible pour les jeunes qui sont inscrits dans un parcours. En tout cas, à court terme, Jenny, c'est notre volonté. C'est effectivement d'essayer, là où c'est possible, d'organiser un parcours où les choses changent le moins possible pour les élèves, voire pour les enseignants concernés. Ça, c'est notre ligne de conduite. Oui, donc je vais peut-être aller sur un exemple. Et d'ailleurs, la ministre elle-même a cité, parce que je pense que lorsqu'on a présenté l'importance de ne pas créer de rupture pour les élèves, je pense que la ministre l'a bien compris. Et donc, dans sa communication, elle insiste elle-même là-dessus. Donc, elle est ouverte par rapport à ça. Notre idée est effectivement de pouvoir permettre de maintenir l'outil là où il existe, soutenu par les compétences des enseignants qui y sont. Qui existent pour le moment, oui. Donc, ça, c'est peut-être un rappel à faire à ces enseignants.
personne, certainement pas leur réseau, ne leur fait passer le message que leur boulot ne sert à rien. Oui, et qu'on n'a plus besoin d'eux. Oui. Voilà, ça vraiment, parce que je me suis mise dans la peau d'un enseignant qui forme en 7e, en général dans des métiers de pointe, en allant chercher parfois du matériel CTA, en allant chercher de gros investissements de matériel que maintenant il va falloir amortir. Mais comment, si cette 7e est fermée et pas réouverte avec l'enseignement pour adultes? Enfin voilà, il y a toute une série de choses. Pour ces personnes, je pense que c'est un réel choc, mais leurs compétences ne sont effectivement pas remises en question. Le cabinet nous a dit encore récemment, c'était la logique budgétaire d'abord, mais quand on regarde un petit peu les sciences politiques, en sciences politiques, on dit toujours qu'un budget est le reflet d'une philosophie et d'une vision, normalement. Donc là, ici, la philosophie et la vision, on essaie de la construire à partir du choix budgétaire, ce qui est un petit peu drôle, mais donc on peut le faire. Il y a des solutions pour limiter la casse, et donc cette solution, c'est le continuum pour les élèves dont Patrick a parlé. La possibilité pour les enseignants de maintenir certains emplois. Tous les enseignants ne le savent pas, mais on est dans le même cadre. Le statut enseignant en enseignement de promotion sociale ou enseignement pour adultes est le même que dans l'enseignement secondaire, à quelques exceptions près, notamment sur des questions de nomination qui sont différentes et des questions d'accroche cours-fonction. Donc ça, on est déjà en train de travailler à une forme à quelques pistes de solutions, mais il va y avoir du changement, c'est indéniable. À côté de ça, on devra mettre en place aussi un accompagnement pour des élèves qui étaient entrés dans un établissement secondaire et donc il y avait un certain accompagnement et qui rentreraient maintenant dans un accompagnement tel qu'on le fait pour un public adulte en reconversion, ce qui n'est pas un mauvais accompagnement, il est juste particulièrement mal financé, mais beaucoup de choses sont mises en place malgré tout, mais on doit revoir notre système. Oui, c'est ça, c'est pas un problème entre guillemets de différence de qualité, c'est juste que c'est un état d'esprit et une manière d'appréhender l'enseignement de manière un peu différente, et là il y a une rupture. Et tu parlais tout à l'heure, Jenny, de budget, mais donc il y a on passe du secondaire à l'enseignement pour adultes, mais quid de la question des moyens? Il faut rappeler à ceux qui nous écoutent que la question des moyens, c'est d'abord une mesure d'économie. Donc elle a été phasée à 15 millions sur le dernier trimestre 2025. Mais donc, vous la multipliez par le nombre de trimestres en année. Donc, vous voyez l'économie qui est faite. Donc, c'est une économie. Il y a un montant évoqué de soutien aux écoles les plus impactées, à la mise en œuvre dans l'enseignement pour adultes et au financement de la réforme systémique. Ce montant est de 2 millions d'euros pour faire les 3 choses que j'évoque. Et donc, soyons clairs, et ça, Jenny pourra en parler vraiment mieux que moi, c'est une mesure d'économie. Il n'y a pas de moyens structurels pour déployer cela. Donc aussi, il faut se rendre compte que les établissements d'enseignement pour adultes fonctionnent en enveloppe fermée. Et donc, toute l'année, ils doivent utiliser la totalité de leur dotation, sans quoi ils pourraient se voir sanctionnés, puisque en face d'une dotation dont ils disposent, ils n'auront pas ils n'auront pas investi sur des étudiants que l'on pourra comptabiliser. Et donc, dans les partenariats, mais donc on soutient ces partenariats parce qu'on peut quand même proposer quelque chose de positif aux élèves et potentiellement aux enseignants. On doit demander actuellement, et c'est le travail que toutes mes directions sont en train de faire d'arrache-pied, elles sont en train d'évaluer ce qu'elles pourraient fermer pour pouvoir rouvrir une nouvelle 7e de spécialisation, tout en renforçant l'attractivité de cette 7e. Donc c'est même des conséquences en cascade alors? Tout à fait. C'est ça. Et concrètement, par rapport, donc vous accompagnez les écoles,
via, je ne sais pas Patrick, via les fédérations de direction. Quelle forme ça prend ces accompagnements? Le premier temps d'accompagnement, ça a été d'abord d'informer et de décrypter ce décret programme qui n'est pas très lisible. Donc, dès qu'on en a eu connaissance, d'abord, on peut rappeler qu'on a, je dirais, des réunions structurelles. Hein. On a un bureau de la direction de l'enseignement secondaire, mais on a aussi tous les mois une réunion de contact avec la FEADI, Fédération des associations de direction de l'enseignement secondaire. Donc, on est en lien permanent sur ces points. Et c'est comme ça qu'Alexandre Laudet et moi-même étions présents aux côtés des directions au cabinet lorsqu'ils ont été manifestés leur mécontentement. Donc, un premier temps qui a été de faire de l'information via les 2 canaux que je dis, mais aussi via les directeurs diocésains qui jouent un grand rôle, qui ont un rôle essentiel dans ce dossier, et via nos services d'offres d'enseignement secondaire. On a donc fait l'information là, on a organisé un webinaire d'actualité, il a été organisé à l'attention des directions du secondaire, on en fait d'ailleurs un par trimestre, on en a fait à l'intention des PO, du secondaire. Ici, avec Jenny, le 3 février, on organise un webinaire à l'attention des PO de l'enseignement de promotion sociale, enseignement pour adultes, et de l'enseignement secondaire, et à l'attention des directions des 2 niveaux d'enseignement, où on fera un état de la situation et où on expliquera en détail les possibilités, et dans la foulée, on organise, Jenny et moi, en collaboration avec les directeurs diocésains, des réunions locales qui vont permettre d'affiner les possibles locaux. Je regarde Jenny, je pense que c'est ça la séquence pour le moment. Peut-être évoquer aussi le fait qu'on a toutes les 2 semaines pour le moment une réunion avec le cabinet, puisque ils établissent un cadastre des possibles. Par les possibles, j'entends, puisque leur argument fort, c'est rien ne changerait, il y aura une offre équivalente. Bon, ils ont établi un premier cadastre, je dois dire assez incomplet, qu'on a un peu corrigé, on a estimé les montants, donc on a ces réunions-là, et alors on aura une réunion en interréseau avec le cabinet pour essayer de finaliser cela. Donc j'ai envie de dire, voilà ce que nous faisons ensemble pour le moment. Oui, peut-être expliquer simplement que donc du côté de l'enseignement pour adultes et de la manière dont on voit les choses, donc Patrick a évoqué des rencontres avec les directions diocésaines. Oui. Pour nous, c'est réellement une façon saine de fonctionner, permettre aux directions et aux PO préoccupés et en questionnement du côté du secondaire de rencontrer les directions et les PO de l'enseignement pour adultes. Parfois, ils ne se connaissent pas, pour voir quels sont les types de partenariats qui seraient éventuellement possibles. En dehors de cette affaire des 7e où on arrive dans une situation de on se parle, mais au travers en fait d'une situation qui ne plaît à personne au départ, il faut savoir qu'il y a tout de même déjà une série de partenariats. Je pense à des cours de renforcement pour les élèves organisés par l'enseignement pour adultes dans les établissements d'enseignement secondaire, sont des choses qui marchent. Et donc, il y a des documents, des façons de procéder pour un PO qui se pose des questions, un établissement, une direction du secondaire qui se pose des questions. Il faut savoir qu'il existe déjà des outils pour se parler, pour trouver des possibilités de convention, pour partager le matériel et son coût, etc., etc. Donc, des solutions pratiques, il y en a, et s'il y en avait qui n'étaient pas encore prévues, on y travaille. Donc, on peut peut-être aussi les rassurer par rapport à ça et leur rappeler alors le séminaire que Patrick a bien fait de rappeler, parce que là, ça va permettre à tout le monde d'avoir un niveau d'information suffisant, mais derrière ça, surtout, appeler les directions diocésaines qui se coordonnent avec nous et on va vous soutenir dans cette opération.
Eh bien, je pense que c'est un très beau mot de la fin. Merci à tous les deux. On reviendra évidemment plus en détail sur la suite dans nos différents canaux de communication. Et on vous remercie également de nous suivre épisode après épisode dans l'heure de fourche. Et d'ailleurs, n'hésitez jamais à partager l'épisode et à faire connaître ce podcast. À très vite dans l'heure de fourche. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt!